Bienvenue sur Wideta, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, nous allons voir comment faire de la rédaction en utilisant Ollama à l'intérieur d'un logiciel qui s'appelle Obsidian. Alors, il n'est pas open source, mais il permet quand même beaucoup de choses, il est gratuit et il a une grande communauté qui lui permet de pouvoir avoir des plugins très particuliers et très efficaces. Et c'est d'ailleurs grâce à l'un de ces plugins que nous allons réussir à pouvoir utiliser Ollama à l'intérieur de Obsidian. Et donc Obsidian, comme vous voyez ici, c'est un éditeur de texte qui se base sur le Markdown et qui a aussi plusieurs facultés assez intéressantes. Pour notre vidéo Ollama et Obsidian, je vous propose le plan suivant. Premièrement, on va commencer avec l'installation. Donc on va voir déjà de base comment réinstaller Ollama si jamais vous ne l'avez pas déjà fait, comment installer Obsidian parce qu'on aura besoin des deux éléments, puis nous irons voir ce plugin appelé LocalGPT, c'est grâce à lui qu'on va pouvoir connecter Ollama et Obsidian. Bon, LocalGPT ne se base pas uniquement sur Ollama, il peut se connecter aussi à OpenAI ou à d'autres fournisseurs de modèles, mais ici on va vraiment s'intéresser à notre lien avec Ollama. Une fois que cette première phase d'installation sera passée, on passera aux actions, donc voir ce que c'est, une action, puis nous allons voir les actions de base, puis on va voir cette action assez pratique qui est General Help, et ensuite nous irons voir comment éditer les actions, donc on va voir comment créer nos propres actions et les supprimer aussi, et comment utiliser des actions communautaires. Donc c'est à peu près le plan pour aujourd'hui. À tout de suite. Et avant de commencer la vidéo, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, sachez qu'on fait des tutoriels en statistique et en programmation. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Ça aide la chaîne à grandir et ça nous encourage beaucoup. On reprend la vidéo. Nous commençons avec la première étape qui est de télécharger Ollama. Donc Ollama, c'est ce qui nous permet de pouvoir utiliser des modèles d'intelligence artificielle ou des LLMs en local. Donc on a déjà une vidéo d'introduction qui montre comment l'installer plus PageAssist, mais on a aussi toute une playlist pour voir comment Ollama peut être utilisé dans de nombreux outils, et cette vidéo en fait partie. Donc je ne vais pas vous montrer l'installation en entier ici, juste vous montrer les étapes. Donc allez sur Download, ensuite en étant sur votre bon système d'exploitation, vous suivez en fait les instructions ici, comme par exemple moi il va me dire Download Windows, et je peux cliquer dessus, il va me lancer le téléchargement. Une fois que le fichier est téléchargé, alors vous pouvez le lancer, donc l'installateur va vous installer Ollama et vous acceptez tous les paramètres par défaut sans trop de problème. Et une fois que ça a été fait, alors je vous invite aussi à aller installer PageAssist, ça vous simplifiera aussi la tâche. Le lien de PageAssist et de toutes les vidéos dont j'ai parlé jusqu'à maintenant, plus les futures ressources dont je vais parler, seront en description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Mais voilà. Une fois que vous avez Ollama d'installer et peut-être PageAssist, alors je vous recommande d'aller installer des modèles. Donc nous, on aura besoin de quelques modèles en particulier. Donc on aura besoin de 3 modèles. Donc un modèle qui peut générer du texte, un modèle qui peut faire de l'embedding, donc on verra ce que c'est l'embedding tout à l'heure, et un modèle qui peut faire de la vision. Alors techniquement, si vous avez un modèle qui peut faire au moins de la vision, donc qui a au moins le vision ici, vous pouvez faire les 3 avec un seul et même modèle. Et moi je préfère mélanger les modèles parce que je trouve que certains sont mieux que d'autres. Alors si vous débutez aussi dans Ollama et dans les modèles locaux, si jamais ici, les 1B, 4B, etc., ce sont les tailles des modèles, et plus le nombre est gros, plus la taille du modèle est énorme, et donc c'est-à-dire qu'il faudra un ordinateur plus puissant. Et par plus puissant, je veux dire avoir une bonne carte graphique, donc si vous pouvez faire tourner des bons jeux vidéo dessus, ou faire du montage avec, c'est que votre carte doit être assez forte. Je ne vais pas entrer dans les détails de comment on calcule la bonne taille, etc. Vous pouvez simplement tester vous-même ou aller regarder la vidéo de Ollama et VS Code. À un moment donné, j'ai indiqué comment faire ce calcul pour savoir quelle était la bonne taille pour vous. Lien en description. Mais le plus simple, c'est que si vous n'avez pas acheté un ordinateur volontairement puissant, il vous faudra donc des modèles qui ne vont pas plus haut que le 4B. Et sinon, s'il est plus puissant, donc vous pouvez essayer de tester des modèles plus hauts que 4B. Mais ici, vu que j'aimerais être aussi inclusif que possible pour les personnes qui débutent et qui n'ont pas forcément des gros ordis, je vous ferai tous les exemples avec des 4B. Donc comme modèle de base, je vous recommande les Qwen. Donc on va taper Qwen ici. Donc ici, il y a le Qwen 3 qui est sorti et qui permet d'avoir aussi du raisonnement avec. Donc ce qui est plutôt puissant et j'aime beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il faut indiquer quand est-ce qu'on veut qu'il fasse du raisonnement et quand est-ce qu'il ne veut pas, et pour éviter de compliquer cette vidéo, on va aller plutôt sur du Qwen 2.5, qui est vraiment très bon de base. Et donc ici, on va cliquer par exemple sur ce modèle, hop, et ensuite ici, on aura les différentes tailles qui seront à disposition. Comme je vous ai indiqué, alors on pourra choisir par exemple celui-ci, et en cliquant dessus, voilà, je suis sur ce modèle, en 3B, et donc soit vous copiez ça et vous le collez dans votre terminal, Ollama, donc je vous montre ça tout de suite. On ouvre un terminal. On a Ollama qui est déjà de base installé. C'est comme ça que vous testez s'il a été bien installé. CTRL L pour tout supprimer.
et vous pouvez coller ce que vous venez de copier juste ici et lancer le code, et donc il va vous faire l'installation. Soit si vous avez installé Page Assist, il vous suffit simplement de cliquer sur ce bouton pour télécharger ce modèle, et donc ça prendra un certain temps avant qu'il se télécharge. Lorsque le modèle a fini d'être téléchargé, on peut revenir en arrière. Ensuite, comme je l'ai dit, il vous faut un modèle de vision. Donc ici, ça tombe bien, on a le Qwen 2.5 VL pour la vision. Vous pouvez aussi prendre les Gemma, si vous préférez les Gemma. J'aime autant la série Qwen que la série Gemma, mais j'ai un plus grand attachement pour la série Qwen. Et donc ici, je vais prendre le Qwen 2.5 et je vais prendre le 3B, comme ça, on est encore inclusif. Et de la même manière, soit vous copiez, collez dans le terminal, soit vous téléchargez ça ici. Finalement, il vous faut un modèle d'embedding, donc vous pouvez cliquer, donc je vais d'abord supprimer ça pour éviter qu'il ne fasse que la sélection des Qwen. Ensuite, je vais appuyer sur embedding et vous pouvez choisir un modèle d'embedding. Donc moi, je recommande vraiment le BGE-M3, qui lui est vraiment multilingue et franchement, c'est le meilleur modèle d'embedding multilingue que j'ai utilisé jusqu'à présent. Donc vous pouvez aller simplement dessus et ensuite faire le téléchargement comme je l'ai indiqué. Donc moi, je vais vous montrer, alors je vais retirer l'embedding, je vais aller dans Vision, et je vais prendre le Qwen VL5 parce que je ne l'ai pas encore installé. Et donc voilà, comme ça vous voyez comment je l'installe ici. Et ensuite, il faut attendre que ça se télécharge. Alors j'en ai profité pour changer pour le 3B, mais le téléchargement est terminé. Donc on va pouvoir passer à l'éditeur. Donc comme je l'ai dit, nous allons utiliser Obsidian. Donc Obsidian est un éditeur de texte qui se base sur le Markdown. Alors on a une vidéo de présentation sur ce qu'est le Markdown, mais on a aussi plusieurs vidéos qui vont plus en profondeur, qui viennent d'un cours que Fabrice a fait. Mais dites-vous que le Markdown, c'est vraiment un petit langage, pas très compliqué, qui vous permet, en mettant des caractères en plus à gauche ou à droite, va vous permettre de pouvoir mettre des éléments en grade, à faire des titres, etc. Et donc, pour ceux qui ont l'habitude de surligner des choses dans WhatsApp, par exemple, vous pouvez penser que c'est à peu près la même chose. Et Obsidian, donc, ça va vous permettre de pouvoir transformer, du coup, ces petits éléments de marquage en des vrais documents, ce que vous pouvez exporter ensuite en PDF, et si vous avez des plugins supplémentaires dans beaucoup de formats. Et l'avantage, c'est que ces notes peuvent fonctionner en fait comme des pages Wikipédia, donc vous pouvez les référencer les unes aux autres, ce qui va vous permettre de pouvoir créer des graphes comme ici. Et donc du coup, une note peut en référencer une autre, et vice versa. Et donc du coup, en lisant vos notes, vous pouvez dire « Ah tiens, il y a ce terme que je comprends pas, et je l'ai référencé vers un autre document. Je peux cliquer dessus et me retrouver dans l'autre document. » Ici, vous voyez que c'est là où on organise des documents, donc je ne vais pas aller dans les détails. En description, je vais mettre le lien d'une vidéo d'introduction Obsidian, mais si vous voulez que j'en fasse une spécifiquement, n'hésitez pas. Donc ici je descends plus bas et que je regarde, donc vous voyez c'est comme ça qu'on peut référencer à d'autres éléments de Obsidian. Par exemple si vous avez déjà écrit un article qui s'appelle I think therefore I am, ou vous avez écrit un élément de thing qui est dans le dossier movies, et bien du coup rien qu'en commençant à les écrire il va vous faire déjà des suggestions et vous pourrez ensuite valider ça et avoir des liens qui vous permettent d'aller d'un document à un autre, et vous aurez une vision après que vous pouvez activer, donc qui s'appelle le Graph View, qui vous permet en fait de voir l'interconnexion entre toutes les notes que vous avez écrites, et donc ça va vous aider en fait à comprendre ce qui se passe dans vos notes. Et en cliquant dessus, normalement, vous pouvez rejoindre vos notes. Bon, ici, c'est une démonstration, donc il va pas me montrer grand-chose. Vous avez aussi les canvas, donc si vous voulez indiquer les notes. Et après, vous avez les plugins, qui sont de base dans Obsidian, et ceux de la communauté. Et c'est ce qui rend vraiment Obsidian très puissant, parce que les plugins sont faits par des communautés et sont librement accessibles et open source normalement. Donc ce qui vous permet d'avoir quelque chose de très puissant. Et ensuite, si vous payez, alors vous pouvez avoir accès à une synchronisation, un hébergement, et donc vraiment c'est ça qui fait l'élément payant, mais tout le reste, gratuitement, vous avez accès à quelque chose de très puissant. Donc, pour le télécharger, soit vous suivez ce lien qui va vous le télécharger pour votre plateforme normalement, qu'il arrive à deviner généralement, donc vous pouvez cliquer ici ou aller sur le download. Et ensuite, moi, je vais télécharger pour Windows. Maintenant que c'est installé, je peux l'ouvrir. Donc, accepter les éléments par défaut. Et ensuite, vous pouvez lancer Obsidian lorsque ça va se fermer. Alors, pour moi, il me l'a ouvert directement là où j'avais déjà mes notes. Et donc, il m'a conservé tout ce que j'avais fait, même si je l'ai désinstallé, ce qui est assez pratique, l'air de rien. Donc, vous n'aurez pas tout ça, vous n'aurez pas ces thèmes, etc. Donc, c'est pour ça que je vous recommande vraiment d'aller regarder des vidéos d'installation de base. Mais je vais vous montrer ce qui risque d'arriver pour vous. Donc, vous risquez de vous retrouver dans cette partie Manage Vault, et ensuite ici il va vous demander de pouvoir créer un Vault. Bon, vous ce sera probablement écrit en anglais parce que moi j'ai tout fait en français, mais vous pouvez changer la langue ici, et vous ce sera probablement écrit Create a new Vault, etc. Donc vous pourrez changer la langue. J'ai mis français moi, mais en fait vous allez voir que même si vous pouvez changer la langue, la plupart des plugins, si ce n'est la quasi-totalité, sont en anglais, donc vous devrez de toute façon lire en anglais. Et ensuite vous pouvez décider où vous voulez créer votre Vault. Donc vous pouvez cliquer sur créer, ensuite décider où vous voulez le mettre. Vous pouvez ouvrir un Vault qui existe déjà, donc voilà.
Et normalement, lorsque vous allez arriver, il n'y aura rien ici, et vous pourrez créer un nouveau fichier avec CTRL-N ou commande-N, je ne sais pas qu'est-ce que vous verrez vous, ou ouvrir des fichiers récents, etc., ou simplement cliquer sur les éléments, en fait, pour pouvoir ouvrir des nouveautés. Donc, CTRL-N, et là, vous voyez que maintenant, j'ai un document qui a été ouvert, donc je vais juste fermer ça pour éviter que ça nous distrait. Donc ici, c'est le grand titre, donc vous n'avez rien besoin de spécial de le faire, c'est juste... vous pouvez simplement écrire. Alors il y aura juste des caractères spéciaux qui ne sont pas permis. Laissez-moi voir si j'arrive à en trouver. Par exemple, bon, il m'a permis tout ça, mais je sais que normalement il y a des caractères spéciaux que vous ne pouvez pas utiliser. Et ensuite, en bas du titre, vous aurez le corps du texte, et c'est là où vous pouvez écrire du texte. Alors comme je le disais, c'est un langage de markup, markdown, donc vous pouvez utiliser, par exemple, un hashtag, et vous voyez qu'il se met en rouge directement, et si je mets, j'écris quelque chose, vous voyez qu'il me le met en tant que titre, ici. Donc peu importe ce que j'écris, hein, c'est vraiment ça. Si vous ajoutez plus, les hashtags réduisent tout. Vous pouvez en mettre encore plus pour que ça devienne un titre de plus en plus petit. Si vous voulez mettre les choses en gras, vous pouvez les mettre entre 2 doubles étoiles. Si vous voulez mettre en italique, c'est seulement entre un groupe d'étoiles. Et vous pouvez faire plein d'autres choses, mais ici, c'est pas le but de cette vidéo. On a déjà une vidéo qui vous présente ça. Ce que je voulais vous montrer, c'est que déjà de 1, c'est un éditeur de texte, ce qui est déjà très pratique, mais de 2, vous pouvez aussi lier à d'autres documents. Imaginons que je crée un nouveau document que je vais appeler test. Voilà, il s'appelle test. Je peux revenir sur celui-ci et par exemple, je peux le citer. Si je mets un double, et bien ici, vous allez voir qu'on va pouvoir trouver ce test. Et donc, du coup, on a accès à ce test. Si je clique dessus, vous voyez que je suis arrivé dans la page test, même si elle est déjà là, cette page test. Donc, très pratique. Une autre chose, c'est que je peux décider d'ajouter des éléments à l'intérieur. Par exemple, je peux intégrer ce test. Donc déjà, il faut que j'écrive quelque chose dedans. Par exemple, bonjour, voici un code. Et ensuite, je vais faire une 3, et pourquoi pas, on va écrire du Julia. Et ensuite, on va faire un print ln de hello world. Voilà. Et là, j'ai du code Julia qui a été écrit. Et donc, du coup, je peux faire aussi une sous-rubrique, la même chose dans R. 1, 2, 3, ensuite je vais mettre R. Je vais faire print R. Hello world. Parfait, j'ai écrit du code. Donc maintenant, si je retourne dans grand titre et que, comme je vous disais, je veux intégrer le contenu de test dans grand titre, il me suffit simplement de mettre le point d'exclamation. Et vous voyez que maintenant, tout ce qui était dans test a été mis là-dedans. Mais je peux aussi décider de montrer qu'une seule partie. Par exemple, je peux mettre un hashtag pour dire, voilà, je vais prendre cette sous-section, il peut y en avoir plusieurs de sous-sections, ici j'en ai qu'une seule, et hop, il m'a montré que la partie, la même chose dans R, donc cette deuxième partie. Donc juste pour vous montrer qu'on peut intégrer assez facilement des éléments à l'intérieur de notes. Donc, voilà. Mais on peut aussi faire la même chose avec des images, donc laissez-moi d'abord ajouter une image de Castor et un document de Castor, vous comprendrez pourquoi plus tard. Voilà, normalement ces éléments ont été ajoutés, donc ne regardez pas trop ceux que j'ai ici parce que c'est pas du tout organisé, c'est pas normalement le Vault avec lequel je travaille. Mais ici, vous voyez que j'ai mon document Castor, donc qui vient de Wikipédia, et j'ai mon image de Castor juste ici. Donc voilà, donc si je reviens dans mon grand titre, et cette fois-ci, j'indique Castor, les points JPG pour l'image, si je laisse ça comme ça, il va rien me montrer, il permettra juste d'aller vers le Castor. Mais si, comme tout à l'heure, je décide de l'intégrer, hop, vous voyez que j'ai mon image de Castor à l'intérieur de mon texte. Et donc ces deux éléments sont assez importants parce que vous allez voir que ça va nous servir dans notre édition de texte. Maintenant, avant de nous quitter, juste quelques raccourcis assez importants qu'il faut maîtriser. Donc il y a le premier CTRL-P, et je crois que ça doit être commande-P, aussi chez Mac. Donc ça, c'est vraiment la saisie de commande. Donc elle vous permettra d'avoir accès à plein d'éléments, et donc simplement vous pouvez vous dire, tiens, je veux naviguer vers je ne sais quoi, et donc vous aurez tous les termes qui vont apparaître, donc si vous vous souvenez plus de comment on fait telle ou telle chose. Un autre raccourci important, c'est CTRL virgule, et peut-être sur Mac c'est commande virgule, et je suis désolé parce que je ne connais pas les raccourcis sur Mac, donc vous pouvez faire CTRL virgule, en tout cas sur Windows, et là vous aurez toutes les options. Sinon, en fait, si vous n'avez pas fermé ça, ce sera juste ici, c'est l'espèce d'écrou. Parfait, et il reste plus qu'un dernier élément à vérifier, c'est CTRL G et peut-être commande G sur Mac. Hop,
et vous voyez que ça m'a créé ce fameux graphe dont on parlait tout à l'heure, et vous voyez que ici en fait j'ai toutes mes notes. Par exemple je peux me dire bah tiens, une vidéo que j'avais fait sur Penplot, et là en fait là il y a un petit plan, donc voilà, je suis retourné dessus, donc je peux revenir en arrière, et parmi tous les éléments, donc vous voyez pas très bien parce que j'ai pas choisi un très bon thème, mais ici en fait il y en a deux qui sont liés, et en fait c'est les deux choses dont on parlait tout à l'heure, donc le grand titre et le test. Par exemple si je vais dans le grand titre, on retourne dans le grand titre. Et en fait, cette vision en graphe permet de faire des choses assez sympas. Donc je peux vous montrer sur Internet des graphes qui sont assez impressionnants. Donc voilà ce qu'on peut trouver sur Internet. Par exemple ici, on clique dessus, on voit que en fait on a cette note qui est reliée à plein d'autres notes et qui sont liées elles-mêmes à d'autres notes. Après je vous ai pas montré, mais il y a aussi un paramètre qui nous permet de pouvoir visualiser ces connexions de manière plus agréable, par exemple en les regroupant sur les thématiques, etc. Mais ça c'est un peu plus avancé. Mais on peut avoir des graphes qui sont énormes comme celui-ci, où en fait toutes les notes sont liées. On peut avoir des graphes par exemple où là on reconnaît très bien qu'il y a des notes qui sont réunies par discipline, et par exemple on peut se douter que certaines notes soient plus importantes que d'autres, par exemple le fait qu'elles soient plus grosses. Par exemple on peut se dire que ah tiens ça c'est toutes les notes que j'ai fait sur mon travail de physique, et ça c'est toutes les notes que j'ai fait en programmation, et ça en fait c'est toutes les notes de philosophie que j'ai fait. Bref, vous voyez qu'en fait on peut avoir des choses très connectées. Et bien sûr il y a aussi cette image là, donc vous voyez qu'on peut faire des trucs très esthétiques. Mais reprenons notre vidéo. Maintenant que nous avons mis Obsidian en place, on peut installer notre plugin. Donc je vais vous demander d'aller dans vos paramètres, soit en allant juste ici, soit en faisant le raccourci CTRL-. Et une des choses que vous pouvez faire, dans général, c'est que si vous n'avez pas changé la langue, vous pouvez. Et comme je vous l'ai dit avant, ça va vous permettre d'avoir ces éléments-là en français, mais sinon le reste restera en anglais. Donc tout ce qui est en rapport avec les plugins. Et donc je vais vous demander d'aller dans Éditeur, et ensuite de descendre jusqu'à vous arrivez à ce point-là, qui est langue du correcteur, et donc je vous recommande d'ajouter comme langue du correcteur français. Donc évitez d'en avoir plusieurs en même temps, parce que des fois ils se chevauchent et se marchent dessus. Prenez celle de base en français, ou dans la langue que vous voulez, et en fait ça vous permettra de pouvoir souligner les éléments lorsque vous écrivez faux, et vous pouvez l'activer ou le désactiver. Généralement moi je le laisse désactiver lorsque je fais des présentations, parce que j'aime pas que ça souligne en rouge. Voilà, mais ça c'était un élément assez rapide. Maintenant on va aller installer le plugin. Donc nous on va aller dans les modules complémentaires, ou Community Plugins, et donc normalement ici vous serez probablement en mode restreint, donc je l'active, pardon, et je reviens dessus. Voilà, et donc ici vous devrez avoir quelque chose comme ça, ils vont vous expliquer en fait qu'est-ce que c'est les modules ou les plugins communautaires, et donc du coup en fait c'est des choses open source qui sont faites par d'autres personnes, etc. Mais vous n'êtes pas complètement sûr que tout est sécurisé, c'est juste à vos risques et périls, et vous pouvez activer les modules complémentaires, et là vous aurez la vue comme je l'ai vu tout à l'heure. Alors si jamais vous pouvez voir que j'ai déjà quelques modules installés comme Copilot, Excalidraw et Pandoc Plugin. Copilot permet aussi de faire de l'édition de texte en utilisant aussi des LLMs, mais lui il est un peu trop fourni, et donc on peut faire plus que ça, et ça demande beaucoup de mise en place. Celui que je vais vous montrer aujourd'hui, donc le LocalGPT, est beaucoup plus facile à se mettre en place. Donc allez dans modules complémentaires, parcourir, donc là on peut voir tous les modules complémentaires, et là ils sont classés par popularité normalement. Moi j'ai pris Excalidraw qui est vraiment excellent si vous voulez faire de la visualisation et mettre tout en place. Franchement c'est vraiment excellent, donc je vous le recommande absolument. Et on va chercher LocalGPT, et vous voyez qu'il est juste ici, donc on peut aller dessus et on peut l'installer. Et donc pendant que ça s'installe, vous voyez qu'on a déjà des exemples de ce qu'on peut faire avec, et vous voyez qu'en fait on a les choses directement dans notre éditeur. Donc on va activer, et maintenant que c'est fait, normalement vous êtes en mesure de pouvoir utiliser LocalGPT, mais l'auteur a aussi indiqué quelque chose, c'est que pour pouvoir utiliser en fait des modèles, il vous faut un autre plugin que l'auteur a créé qui s'appelle AI Provider. Donc on va aller dessus, AI Provider, voilà, et on va l'installer, et voilà, et on va l'activer. Et cette fois-ci, je vous promets qu'il n'y a rien de plus à installer. Donc on va revenir en arrière, fermer tout ça. Et donc maintenant on est dans les modules complémentaires, et ici vous voyez qu'en bas on a les modules principaux qui sont de base dans Obsidian. Si vous allez plus bas, vous aurez les modules complémentaires. Donc là vous avez le AI Provider et le LocalGPT qu'on a installé. Donc moi je vais aller dans AI Providers, et ensuite on va simplement appuyer sur ce bouton pour ajouter un modèle. Donc ici il va nous dire de qui on va prendre le modèle, donc nous on va faire Ollama. Ensuite ici on peut lui donner un nom, et il faut lui donner un nom sinon il va rien créer. Et ici je vais l'appeler simplement main,
comme ça en fait, vous pouvez faire le lien avec ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc ici, il n'y a aucun modèle si je clique, donc je vais lui demander, bon bah vu que tu es sur Ollama, montre-moi tous les modèles à disposition, et hop, vous voyez qu'il me les montre tous. Donc moi je vais choisir le Qwen 2.5 3B, vous pouvez prendre des plus gros modèles, moi je fais par exemple tourner le 14B sans trop de problème, mais c'est juste pour vous montrer, par solidarité, que pour ceux qui n'ont pas de gros ordinateurs que ça fonctionne. Mais aussi ça ira beaucoup plus vite de mon côté, donc voilà, je peux sauvegarder ça, et vous voyez qu'il est juste ici. Je peux faire la même chose ici, Ollama, et cette fois-ci je vais faire un modèle d'embedding, voilà, je sais jamais où sont les doubles lettres, mais je crois que c'est le B qui est en trop ici. Et donc ici je vais de nouveau charger, et voyons voir comme embedding le BGE-M3 Latest, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà. Et ensuite, comme modèle de vision, on va aller dans Ollama, Provider, bon je vais appeler ça Vision, et ensuite je vais charger, et là il va nous choisir, j'ai de la chance, le Qwen 2.5 VL 3B. Et voilà, donc en main, choisissez ce que vous voulez, vraiment l'embedding, la vision aussi, etc. Mais moi ce que je vous recommande c'est Qwen 2.5 3B pour le main, BGE M3 Latest pour l'embedding, et Qwen 2.5 VL 3B pour la vision. Maintenant que ces éléments sont là, on va pouvoir les appeler depuis LocalGPT. Donc LocalGPT va nous demander justement ces trois modèles. Et je vais aussi en profiter pour vous expliquer en fait que sont ces trois éléments. Premièrement, le main, c'est le modèle en fait qui va utiliser par défaut. Donc moi je vais choisir notre main ici. Vous voyez que je peux choisir n'importe lesquels parmi les modèles qu'on a exposés, mais j'ai écrit main exprès pour qu'on sache. Et donc du coup, pour tout, il va se servir de ça. Et si par exemple on n'a pas rempli le embedding ou le vision, il va utiliser le main. Peut-être pas le vision parce que le vision est optionnel, mais voilà, vous avez compris, donc c'est celui de base pour tout. Ensuite, nous pouvons choisir un embedding, donc moi je vais prendre l'embedding. Donc lui, il va nous permettre en fait de pouvoir garder le contexte du document dans lequel on est déjà en train d'écrire, et de pouvoir chercher les informations entre les documents reliés, et donc on va voir ça tout à l'heure, c'est assez pratique. Ensuite, il y a le modèle de vision, donc lui nous permet de pouvoir analyser les images. Donc voilà, je vais prendre la vision. Ensuite, on a la créativité, donc j'ai pas encore fait la vidéo qui vous explique les fondamentaux d'un LLM ou d'un Transformers de manière un peu plus simple, mais ici, je vais quand même vous faire une explication. Donc ça, normalement, ça s'appelle la température. Et en fait, ça va vous permettre de pouvoir donner plus de liberté à votre modèle de choisir, en fait, des réponses qu'il n'aurait pas choisies de base. Ils appellent ça créativité. Je trouve que c'est un tout petit peu trompeur. Parce que si vous êtes dans High, vous allez voir que c'est plus tellement créatif parce que c'est incontrôlé et vous allez avoir des résultats assez inattendus. Une explication assez simple et pragmatique de ça, c'est que il faut que vous compreniez que ces modèles-là ont été entraînés pour générer des tokens. Bon, et ici, on va dire des mots. Donc à chaque fois, le modèle génère le mot suivant, basé sur les mots précédents. Et en fait, lorsque vous allez lui donner plus de créativité, vous allez lui donner une plus haute température, c'est que vous allez lui permettre de pouvoir choisir beaucoup plus aléatoirement les termes qui vont suivre à chaque instance. Par exemple, si j'ai la phrase « rira bien qui rira le », si je le laisse dans « none » ou dans « low », dans l'immense majorité des cas, il va me dire « dernier ». Mais si je mets dans « medium » ou « high », il y a des chances qu'ils disent des choses comme premier, chat, mouton ou quoi que ce soit, et donc en fait on a plus de risques que le texte ne veuille plus rien dire. Donc c'est pour ça que je vous recommande de rester dans low ou dans none, mais après medium peut être aussi assez intéressant. Et ensuite on a fini la mise en place, on va pouvoir commencer enfin à travailler avec cet outil. Donc ici on est dans les actions. Donc on a un quick add ici, on va pas regarder ça tout de suite, ni de add a new manual, on va commencer d'abord par la liste des actions. Donc ici, vous voyez qu'on a 6 actions disponibles. Donc on va en voir 5 d'entre elles parce que le New System Prompt, c'est pas forcément le plus intéressant, sauf si vous faites un peu plus de recherche. Mais voilà, vous remarquez que chaque prompt, tout est écrit en anglais, donc vous êtes libre de pouvoir le traduire en français après coup. Mais on va regarder l'effet de chacun de ces prompts. Et pour pouvoir utiliser ces prompts, alors je vais vous demander d'aller dans les raccourcis clavier. Hop, et depuis raccourcis clavier, vous allez chercher local. Comme ça, vous allez retrouver tous les éléments de LocalGPT, bon, plus d'autres choses qui ont déjà local dedans, mais vous voyez qu'on retrouve tous ces prompts. Alors, on peut leur donner des raccourcis clavier pour chacun d'entre eux, mais je trouve que c'est pas forcément le plus pratique. Ce que je vais vous demander de faire simplement, c'est de choisir le Show Context Menu qui va nous permettre d'avoir la liste déroulante et donnez-lui en fait le raccourci que vous voulez. Donc, quand vous cliquez sur le plus, il attend que vous appuyez sur des touches pour le raccourci. Moi, je vais faire CTRL-Y. Vous êtes libre de choisir le raccourci que vous voulez. Et une fois que c'est bon, vous pouvez retourner dans votre texte. Donc pour l'instant, notre image de castor, elle prend un petit peu trop de place, je trouve. On va juste retirer ça. Et voilà. Donc maintenant, je vais commencer par « Il était une fois ». Voilà.
Donc si je sélectionne ce texte et que je fais CTRL-Y, vous voyez qu'on a notre liste déroulante, donc je peux naviguer avec les flèches du clavier, mais aussi avec la souris. Donc on va pas commencer par General Help, mais on va aller dans Continue Writing. Donc je laisse finir mon histoire, donc ce que ça va faire, c'est que il va prendre mon texte, et ensuite il va continuer de l'écrire. Donc au départ, ça va prendre du temps avant de se lancer, parce que le modèle n'est pas encore chargé, mais après, ça ira de plus en plus vite à chaque fois. Donc moi, j'ai de la chance. Les Qwen sont des modèles assez efficaces, et donc du coup, il a compris tout de suite que je voulais continuer en français. Alors, parfois, ils ne comprennent pas aussi bien et aussi vite, donc j'ai un prompt spécifique pour vous, si vous voulez, qui les maîtrise en français. Mais voyons voir, déjà, on a cette histoire-là, donc il m'a continué, il était une fois avec tout ça. Ce qui est super cool. Mais on peut avoir des textes beaucoup plus compliqués, par exemple, si vous commencez un rapport, ou si vous prenez en fait quelque chose d'avancé, il sera capable de continuer dans le même style, donc je ne vous apprends rien, vous avez probablement déjà travaillé avec des LLMs. Un autre élément qu'on peut faire du coup, donc notre raccourci de nouveau, on peut faire un résumé d'un élément, donc ici je vais faire le résumé de toute l'histoire, voilà. Donc vous voyez que là il m'a fait le résumé en anglais, donc on va voir tout à l'heure comment changer la langue. Je vais même en fait vous le montrer maintenant en fait, comme ça ce sera réglé, vous pourrez faire les exemples en français si vous travaillez en français. Donc on retourne dans les paramètres, donc CTRL virgule, et ensuite on va retourner dans local GPT. Et ici en fait on va pouvoir modifier les éléments, donc je voulais vous le montrer plus tard mais on va directement le faire ici, c'est que quand vous allez cliquer sur Edit, vous allez avoir accès à tout ça, donc pour l'instant ne faites pas trop attention, on va juste tout coller dans le système prompt. Et ce que je vais vous encourager à écrire, c'est quelque chose de ce type-là. You are a multilingual expert and you answer in the same language as the request. Point. Ou quelque chose dans le genre, mais en fait tout ce que ça veut dire, c'est que le modèle est un expert multilingue et qui répond dans la même langue que la requête qui lui a été faite. Donc vous pouvez le copier et le coller partout, et vous êtes libre aussi de faire en fait tout le système en français. Normalement il devrait le comprendre. Si vous avez un modèle comme Qwen ou Gemma, ou Llama aussi dans une moindre mesure, il devrait être en mesure de pouvoir comprendre plusieurs langues et répondre dans plusieurs langues. En tout cas les Qwen ce sont mes favoris pour ça. Donc voilà, donc on va juste copier ça, ce début de phrase avec l'espace comme ça, je me facilite la tâche, et on va sauvegarder ça, et on va faire ça à peu près partout, donc on va ajouter ça là et là. Voilà, donc je l'ai fait assez vite, donc vous voyez que ça commence toujours par You're a multilingual expert, etc., mais toujours dans le système, et on peut revenir en arrière, donc on va pouvoir supprimer ce résumé, et on va voir si il va nous faire le résumé comme on le veut, CTRL-Y, ou votre raccourci, Summarize, voilà, et donc vous voyez qui nous répond en français, donc voilà, voici une résumation, très intéressant comme terme, mais bon, c'est un 3B, ça ne m'étonne pas. Alors, une autre chose qu'on peut faire, donc on va resélectionner tout ça, CTRL-Y, on peut corriger les fautes d'écriture et de grammaire, donc voilà. Donc là, vous voyez qu'il commence à réécrire tout en bas, et ensuite il remplace tout ça. Et donc voilà le texte. Donc malheureusement ici, il nous a ajouté le Here's the proofread version of your text, blablabla. Donc en fait, ici, des fois, il faut vraiment lui indiquer volontairement qu'il ne devrait rien ajouter à part la correction du texte. Donc vous pouvez modifier ça directement dans le prompt. Donc hop. Ensuite on descend dans local GPT, on y est. Et ensuite ici dans fixed, parce que ici il va le remplacer. Et ensuite ici on va ajouter quelque chose du type return only the corrected version without adding anything else. Et voilà, on peut sauvegarder, super, et on va recommencer cette partie-là, donc on va resélectionner ça, CTRL-Y, Fix, Spelling Grammar, voilà, et donc vous voyez qu'il m'a rien ajouté de plus en disant, ah bah tenez, voici la version corrigée, ici la résumation était déjà là avant, donc voilà, il a pas réussi à me le corriger, pas grave. Mais le plus important, c'est qu'il m'a pas ajouté, voici votre texte corrigé avant, il l'a juste remplacé. Un autre élément qui est assez sympathique et pratique, surtout quand vous faites de l'organisation où vous avez écrit, eh bien, vous voyez que vous avez tout ça, et peut-être vous vous dites, bon, en fait, il faut que j'écrive l'histoire, donc on va faire CTRL-Y, il va nous dire Find Action Item, donc ici, il va juste nous mettre la tâche des choses à faire. Et donc voilà, en se basant en fait sur le texte qui a été écrit ici, et c'est vraiment plutôt pratique. Ça permet d'éviter de devoir faire le travail deux fois et de se dire en fait je me concentre juste sur l'écriture et ensuite il me fera les points suivants. Super. Et maintenant on va passer à cet élément là.
Donc le General Help, lui on ne le fera pas trop, mais il permet en fait de pouvoir trouver des prompts. Ça peut être vraiment pratique si vous êtes vraiment un prompteur qui essaie de trouver les meilleurs prompts. Mais ici le General Help va être vraiment pratique. Donc on va aller dans Test par exemple. Et ensuite ici, on va pouvoir demander de l'aide de manière générale. Donc le General Help, lui, est particulier parce qu'il va répondre à la requête qui est écrite directement dans le texte. Comme par exemple, je vais lui demander comment faire une régression dans le langage R. Voilà. Et si je sélectionne ça, hop, et que je lui demande de l'aide, voilà, vous voyez qu'il commence à me répondre. Donc c'est pas un modèle de code, mais bon, faire une régression dans R, c'est un peu le b.a-ba, donc il y arrive sans trop de problèmes. Et vous voyez que en même temps, il m'a créé les cases de code. Il a fait un très bon travail, donc voilà. Donc vous voyez qu'il répond automatiquement aux choses que je lui demande dans le document. Et ça vient de la manière dont il a été fait parce qu'il n'y a qu'un système prompt. Maintenant, vous allez voir que c'est assez magique parce que ça va nous permettre de pouvoir, d'une part, récolter des informations dans d'autres textes qui se trouvent à l'intérieur de notre Obsidian, et d'autre part d'analyser des images. Par exemple, vous vous souvenez que pour pouvoir créer un texte, il nous faut les deux accolades, et par exemple je suis déjà dans test, donc je vais faire le lien avec grand titre. Et si vous vous souvenez, dans grand titre, on vient juste d'écrire cette petite histoire juste là, donc très pratique. Et donc ici, je peux écrire un texte juste ici en demandant que se passe-t-il dans cette histoire. Donc je peux sélectionner ça, et ensuite faire CTRL-Y, et ensuite General Help. Voilà, et donc vous voyez qu'il y a un jeune homme français, Jean, donc c'est exactement ce qu'il y avait dans ce texte-là, donc vous voyez qu'il était capable de lire ce qu'il y avait dans ce document ici. Et ce qu'il y a d'encore plus cool, donc là il nous a fait ça, voilà, imaginons que maintenant je prenne le document Castor, donc pas l'image Castor, mais le document Castor. Hop. Donc qu'est-ce qu'il y a dans le document Castor? En fait on a des informations sur les castors. Très bien, et par exemple je peux me dire, ah tiens, hop, quel est le poids du castor eurasien? Donc si je le fais ici, j'obtiens la réponse, naturellement, parce que je parle directement au document, mais si je le fais depuis test, qui va de grand titre, et qui va ensuite vers castor. Donc voyons voir, quelle est la taille du castor? En fait, j'ai écrit du castor eurasien. Je sélectionne ça, hop, et voilà, et donc vous voyez qu'il m'a répondu, la taille du castor eurasien est plus d'1 mètre de long pour un poids allant de 13 à 35 kg, donc voyons voir si ce qu'il m'a dit c'est juste. Longueur, voilà, c'est juste de 13 à 35 kg, donc ce qui m'a indiqué juste ici. Donc vous voyez qu'en fait il est capable d'aller chercher à l'intérieur même de différents nœuds, en fait, du moment que les nœuds sont interconnectés, donc vous voyez qu'on a pris depuis test jusqu'à grand titre et jusqu'à castor, du moment que les nœuds sont interconnectés, en fait il a accès à toute la connaissance des nœuds connectés, ce qui est vraiment très pratique. Par contre, je pense que plus les nœuds sont interconnectés, plus ça peut lui prendre du temps. Donc ça, c'est un élément assez pratique. Une autre chose qu'on peut faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en fait de tester l'image. Donc par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans cette image? Voilà, donc on va descendre ça, et ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre notre castor.jpg, donc on a cette image. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette image? Et je tiens à noter qu'il faut mettre le point d'exclamation, sinon il n'arrive pas à lire l'image. Donc, hop, on sélectionne ça, General Help. Voilà, l'image, montre un castor, également connu sous le nom de castor canadien, blablabla, blablabla. Donc, il a reconnu l'image, donc ce qui est vraiment super cool. Et donc, l'avantage de ce General Help, c'est que si on n'a pas de prompt existant, on peut s'en servir directement pour qu'il réponde à nos questions, donc ce qui est vraiment bien. Maintenant, on peut créer aussi nos propres prompts pour nous aider. Et donc, on va voir comment on fait ça très rapidement. On ouvre de nouveau les paramètres, et donc on est de nouveau dans local GPT, et on est dans les actions. Donc, on va pas faire le quick add tout de suite, on va faire le add new manually, mais avant ça, alors, vous voyez qu'il y a un élément qui s'appelle système, ensuite il y a un élément qui s'appelle prompt. En fait, quand on va dans l'edit, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure, quand on ajoute quelque chose, donc on a le nom, donc on peut choisir le nom qu'on veut, on n'est pas obligé de mettre un emoji avec. Et ensuite ici, on a notre système prompt, donc le système prompt il est optionnel, mais le système prompt en fait c'est là où on va donner des instructions au modèle en disant ok voici qui tu es, etc. Donc le système prompt, quand le modèle reçoit ça, en fait il ne prend aucune décision. Tout ce qu'il fait, c'est dire « Ok, je mémorise ». C'est lorsque vous allez recevoir le prompt ici que le modèle va se dire « Bon, en fait, il faut que j'agisse en fonction de ça ». Et donc, on peut dire que c'est la différence principale, c'est que le système prompt, il mémorise, il n'agit pas.
le prompt, il agit immédiatement. Et c'est pour ça que le General Help, lui, il n'a qu'un système prompt, parce que ensuite il va se servir du texte qu'il y a directement dans le document pour s'aider. Le prompt peut aussi se servir après du texte qu'on lui donne, et donc il va regarder le texte, ensuite il va suivre l'ordre, sauf que l'ordre sera écrit spécifiquement ici. Et finalement, ici on peut décider de replace le selected text, donc remplacer le texte sélectionné, et donc c'est ce qu'on a vu lorsque on a fait la correction du texte. Et bien lorsque vous activez ça, donc lorsque le texte aura fini d'être écrit, il va remplacer le précédent par le nouveau. Donc c'est cette idée de remplacement. Donc mémoriser ça, c'est pas si compliqué que ça à faire. Donc je vais fermer. Et donc, par exemple, on va en ajouter un. Hop. Je vais appeler ça translation. Et ensuite, translate the following text either in French, if it is in English, or in English, if it is in French. Et j'ai oublié de mettre les parenthèses. Alors, je l'ai écrit en anglais, mais vous pouvez très bien l'écrire en français. Il n'y a pas trop de soucis. Et en fait, c'est toujours bien de lui donner un rôle en lui disant par exemple You are a good translator. Voilà. Et ensuite ici, on va pas forcément lui mettre un prompt. En fait, il peut aussi deviner en fonction de ça. Par exemple, moi, ce que j'aime bien écrire aussi, c'est Here is the text. 2 points. Et ensuite, on va sauvegarder. Voilà. Et ensuite, on va aller tester notre petit texte. Donc, hop, on va sélectionner ça, CTRL-Y, et donc on a notre translation qui arrive en tout premier, et on va lancer ça. Voilà, donc là, il me l'a traduit en anglais, mais il m'ajoute en plus le Here is the translated text. En fait, j'aurais dû indiquer qu'il ne répond rien d'autre, mais bon, pas grave, c'est pas la fin du monde. Et ensuite, on va resélectionner ce texte, et on va refaire la même chose en voyant s'il peut nous le traduire en français. Non, il n'a pas réussi. Donc il n'a pas réussi à suivre mon instruction, donc c'est-à-dire qu'il faudrait que j'améliore mon prompt. Je refais juste un dernier test pour voir. Ouais, donc this text is already in English, so no translation is needed. Ouais, il n'a pas exactement suivi mon prompt, mais c'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde. Je pense qu'avec des modèles plus gros, peut-être il répondra mieux, ou avec un prompt de meilleure qualité. Mais voilà, finalement, on va voir comment utiliser les prompts de la communauté. Donc l'auteur a laissé un endroit où en fait n'importe qui, du moment que vous avez un compte GitHub, peut laisser des prompts qu'ils ont écrits. Donc on va aller dessus. Donc voilà, et donc ici en fait on peut partager des prompts, et par exemple ici il y a des personnes qui montrent les prompts sur lesquels ils travaillent, et donc du coup ici c'est le prompt, donc, et pour pouvoir en fait avoir la structure, il faut juste donner le nom, le prompt, et ensuite le modèle par exemple, et ensuite on peut simplement suivre tout ce qu'ils ont mis en fait, et simplement copier-coller, et en fait on a tout ce qu'il nous faut. Alors si vous ne croyez pas, regardez, par exemple prendre ce prompt là, voilà, donc c'est là où il faut copier-coller, bon là c'est l'exemple avec Mistral. Je retourne dans Obsidian, voilà, et ensuite je juste paste, et voilà, il me l'a ajouté, et donc c'est extract link, et quand je regardais, en fait, oui, vous voyez qu'il m'a rempli tout ce que je voulais, donc c'est parce qu'il y a un modèle qu'il a utilisé, donc du coup, du moment qu'on respecte cette formulation de modèle, lorsqu'on le colle ici, on l'obtient directement. Donc voilà, mais après, s'il y a des éléments que vous voulez retirer, alors allez de nouveau dans Edit, puis allez dans Remove, voilà. Donc il faut y appuyer 2 fois pour être sûr, pour éviter en fait les accidents. Et donc là aussi, je vais retirer aussi ce extract link, j'en ai pas besoin. Mais voilà, donc avec tout ça, vous voyez qu'on a un éditeur de texte intégré qui est assez puissant et assez pratique. Donc Obsidian plus LocalGPT peut nous permettre de pouvoir améliorer notre productivité d'écriture. Donc je vous encourage vraiment à tester différents modèles d'IA, comme par exemple ici, moi je suis pas très satisfait avec le Qwen 3B, généralement j'utilise le 14B, qui me demande beaucoup moins de prompts à écrire et comprend plus vite et mieux, tout en ayant des meilleurs résultats, surtout lorsqu'on parle de correction de texte. Mais vous voyez que même avec un 3B, on peut quand même faire des choses très intéressantes, et en fait, ça peut nous permettre de gagner du temps. Donc voilà, si cet éditeur vous intéresse, n'hésitez pas à y aller dessus. Et je tiens à vous faire remarquer, donc si je retourne dans les paramètres, et ensuite que je vais dans les modules complémentaires, et je vais parcourir ceux de la communauté, que si vous cherchez comme par exemple quelque chose comme Ollama, vous en avez tout plein qui vous permettent d'utiliser Ollama, et il y en a même un qui s'appelle Ollama littéralement. Bref, vous pouvez utiliser pas mal de choses. Il y a aussi le Copilot dont je vous parlais, qui est ultra populaire, mais qui est vraiment énorme. Donc si vous voulez regarder d'autres modèles, n'hésitez pas à aller regarder en fait ces plugins. Peut-être qu'il y en aura un que vous préférez plus que
celui que je vous ai présenté, mais celui que je vous présente maintenant, je l'aime bien parce qu'il est vraiment intuitif, flexible et simple, et vous permet de démarrer assez vite. Et bien sûr, je ne vous cache pas qu'il y a aussi des éditeurs de texte en tant que tels qui sont faits uniquement pour fonctionner avec Ollama et qui marchent probablement bien, j'en ai pas testé pour l'instant, mais le Combo Obsidian, qui est déjà un très bon logiciel, qui nous permet d'aller très très loin gratuitement, avec Ollama, ça nous permet d'avoir quelque chose de super fort. Bien, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à maintenant. J'espère que vous avez appris énormément de choses. Donc on aura probablement d'autres vidéos sur Ollama. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il y a certaines choses que vous voulez apprendre sur Ollama ou comment utiliser certaines fonctionnalités. Je prépare prochainement une vidéo sur l'automatisation avec Ollama, mais je pense que prochainement je vais retourner un peu plus sur les vidéos de programmation en R, Julia, NIM, peut-être un peu de JavaScript, je ne sais pas, on verra bien. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et à partager cette vidéo, mettez un commentaire pour dire que vous avez aimé ou des choses que vous n'avez pas aimé, on aime beaucoup les feedbacks aussi. Et en attendant de se revoir dans de prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt.